Bonjour à tous, ici Gérard Cambillot de Télécom Société Numérique, qui est un des instituts Carnot qui travaille donc dans le domaine de l'automobile et de la mobilité depuis quelques années. Voilà. Donc le point intéressant aujourd'hui, c'est de essayer de vous montrer une technologie dans laquelle Carnot Société Numérique est passé maître, c'est la 5G appliquée à la mobilité et à l'automobile. Donc, les instituts Carnot donc, rassemblent un certain nombre de centres de recherche nationaux qui se sont engagés, disons, à travailler dans de la recherche applicative et en particulier en direction des PME et des ETI, entreprises à taille intermédiaire. Voilà, donc c'est une structure de recherche publique qui a été mise en place par l'ANR il y a quelques années et qui continue. Nous sommes 39 instituts Carnot, mais dans le côté Carnoto, donc la spécialisation à l'automobile et à la mobilité, disons au sens très large, seuls 9 instituts en font partie, dont l'Institut Télécom Société Numérique. Voilà donc les trois axes sur lesquels nous menons nos actions de recherche-développement en direction des PME et des ETI. Tout le côté motorisation, tout le côté énergétique. Donc là, vous voyez un peu, c'est le numéro, c'est le premier axe, avec nos amis de l'Institut français du pétrole, avec nos amis du LIS, enfin du CEA LIS, avec nos amis de Centrale Arts et Métiers de Lyon. Un deuxième axe, c'est les matériaux et tout le côté architecture. Donc les côtés allègement, tout le côté fonctionnalité intelligente, enfin tout le côté sécurité. Et enfin, un troisième axe sur lequel Télécom Société Numérique est très présent, c'est le TIC et la mobilité. Donc avec tout le côté aide à la conduite, le côté mobilité intelligente, le côté architecture du logiciel et de la sécurité et de la cybersécurité. Voilà. Donc nous sommes dans ce point, dans le troisième point, nous, Télécom Société Numérique. Voilà, alors les instituts Carnot, donc Carnoto en particulier, s'appuient sur un fort ancrage régional. Vous voyez que nous sommes un peu présents dans pratiquement toute la France. En Occitanie, c'est un peu plus faible, mais dans le reste de la France, nous sommes très présents. Donc, les 9 instituts Carnot ont 8000 experts, donc des chercheurs, des enseignants-chercheurs, qui sont à votre disposition et qui, quand vous les contactez, quand vous nous contactez, on vous met en rapport à partir d'un problème que vous pouvez avoir pour essayer de vous aider à trouver une solution et en s'appuyant beaucoup sur nos plateformes. On a beaucoup de plateformes, donc vous allez sur le site de Carnoto, vous verrez les 50 plateformes qui vont de la 5G à la cybersécurité, en passant par véhicules autonomes et connectés, en passant par des côtés motorisation et autres, c'est très très important. Donc un point important, c'est que Carnoto s'engage gratuitement à avoir avec les chercheurs et vous une petite rencontre, une petite discussion pour vous aider à bien formaliser le problème et à mettre en œuvre ces plateformes pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est une action assez importante. On est prêt à vous faire entrer dans les projets de recherche aussi bien nationaux qu'européens, mais encore faut-il qu'on ait échangé avant pour savoir un peu les points qui vous intéressent. Voilà, donc nous, Télécom Société Numérique, c'est la grande spécialité, c'est le numérique, depuis le côté Internet des objets, en passant par la data, le big data, la vie numérique, la cybersécurité. On est très présent dans Smart City également. Donc, vous voyez un peu derrière Carnot ce qu'on trouve. On trouve l'Institut Mines Télécom avec Télécom Paris, Télécom Sud Paris, Télécom Bretagne qui maintenant s'appelle IMT Atlantique, Télécom Nord qui maintenant s'appelle IMT Nord Télécom, et ensuite quelques laboratoires de Polytechnique, de l'ENSTA, de STRET, voilà, et de FEMTO, voilà, qui est dans l'est de la France. Voilà un peu notre présentation, sachant qu'on fait beaucoup de formations continues et vous pouvez nous rejoindre sur le site Carnoto pour voir les formations continues qu'on vous propose. Voilà, maintenant on va passer à la suite un peu plus technique. À toi, Jean-Marie Bonin. Jean-Marie donc est un chercheur de l'IMT Atlantique, professeur. Il dirige une équipe de recherche assez connue, assez réputée dans tout ce qui est ITS coopérative, 5G et autres télécoms. À toi, Jean-Marie.
Oui, merci Gérard. Donc, on va parler aujourd'hui de la 5G. Donc, juste pour dire que l'équipe dont je m'occupe, elle est commune avec INRIA, l'Université de Rennes et le CNRS. Et, et je travaille avec mon collègue qui travaille aussi sur les aspects 5G, qui s'appelle Christophe Couturier. Alors, oui, ça passe pas. Voilà. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la 5G. Alors, qu'est-ce que c'est que la 5G? On entend beaucoup de choses. La 5G, c'est une nouvelle architecture assez ambitieuse de réseau mobile, en fait, du 3GPP, qui comprend, ce dont on entend parler le plus, une nouvelle interface radio qui va s'appeler 5G New Radio, nouvelle interface, et qui a été conçu avec des objectifs très ambitieux par rapport à la 4G. Donc, c'est ce que je vous ai remis dans le tableau ici. Ce qu'il faut noter, alors, ce qu'on voit dans la presse, hein, c'est un plus grand débit pour l'utilisateur, des délais réduits, donc c'est x100 pour l'utilisateur, mais c'est surtout le côté opérateur qui est intéressant, parce qu'en fait, on a une densité d'équipement qui peut être 1000 fois supérieure à ce qu'on pourrait avoir en 4G, jusqu'à 1 million d'équipements par kilomètre carré, donc ça c'est pour traiter de Smart City, de l'IoT, et un volume de données à partager entre les utilisateurs de 10 terabits par seconde par kilomètre carré. Donc ça, c'est le fait que l'infrastructure est capable de gérer un très grand nombre de terminaux avec beaucoup d'usages simultanés. Alors on lit beaucoup que la 5G consomme plus, alors ça dépend beaucoup de quoi on parle. Elle est normalement conçue pour consommer jusqu'à 10 fois moins pour un certain volume de données. Et ce qui va nous intéresser ici, nous, c'est plus sa capacité à traiter des applications très contraintes en temps. Donc on va avoir une latence réduite en moyenne de 5, mais qui peut être réduite de plus dans le cas d'interaction directe entre les équipements, jusqu'à 1 milliseconde. Et des éléments importants pour l'architecture, c'est le côté très versatile de l'architecture qui a été déployée. Avec, on veut réduire les coûts d'opération, ça c'est vraiment pour l'opérateur, mais surtout les temps de déploiement d'un nouveau service qui pourrait être déployé en 1 heure et demie. Et comment on fait ça? On fait ça avec une virtualisation complète des fonctions réseau qu'on va associer au sein de Slice. Alors Slice, tranche, on va dire. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une traduction en français du slicing. Une traduction, ça aurait été saucissonnage, mais ça ne fait pas très sérieux. Donc en fait, c'est quoi une tranche de réseau ou un slice? C'est en fait un ensemble de fonctions qu'on va pouvoir répartir dans l'infrastructure physique, placer dans l'infrastructure physique ou instancier, et qui va couvrir tous les besoins du terminal depuis le terminal jusqu'à la sortie du réseau 5G. Et donc ça comprend par exemple l'authentification, la gestion de la qualité de service, etc. La configuration des équipements radio. Et grâce à ça, on va pouvoir atteindre des performances dans différentes slides qui sont assez différentes et qui vont être spécialisées pour différents usages. L'autre élément important dont on parlera plus tard, c'est le fait de pouvoir rapprocher des traitements de l'utilisateur avec ce qu'on appelle le Mobile Edge Computing. Voilà. Donc en fait, les slices types, par exemple, qui ont été définis, c'est ceux pour l'Internet mobile, donc on ne va pas en parler beaucoup, ça c'est pour le smartphone, mais aussi la maison ou le véhicule dans des usages de type Internet classique. L'Internet massif pour les machines to machine ou l'IoT, et ce qui s'appelle Ultra Reliable Low Latency Communication, pour des temps de réaction très très courts et une fiabilité accrue. Et un des modes de communication qu'on va privilégier pour cette tranche-là, pour ce que j'ai appelé l'Internet tactile, parce qu'on vise moins d'1 milliseconde de temps de réaction, c'est ça qu'on va utiliser typiquement pour le V2X, hein, pour les communications entre les véhicules ou entre les véhicules et l'infrastructure de proximité. On voit ici toute la versatilité de l'architecture qui est définie pour la 5G, hein, en haut à droite. On voit qu'en fait, les différentes slices elles vont essayer d'optimiser différents paramètres et donc se comporter, notamment sur la voie radio, de manière assez différente d'une slice à l'autre. Okay. Alors, les différents types de communication qui ont été définis, qui sont définis au 3GPP pour le V2X. Donc on a le véhicule à véhicule, dans un mode de communication directe, qui n'a pas forcément besoin de l'infrastructure. Véhicule à piéton ou pédestrian. Okay. Et on a le V2I ou I2V, qui sont les communications avec l'infrastructure de proximité. Tout ça, ça va utiliser potentiellement les mêmes types de communication,
hein, avec des délais très contraints et en mode direct, potentiellement. Et on a les communications de type broadband classique avec le réseau véhicule to network. Alors, pourquoi est-ce qu'on regarde des différentes technologies de communication pour les véhicules? En fait, ce qu'on a aujourd'hui, on a le DSRC ou l'ITHG5 qui est déjà largement testé, qui est quasiment en cours de déploiement pour certains usages. Certains constructeurs mettent déjà ça dans les véhicules, qui a des défauts. Il n'est pas vraiment capable. Alors ici, le V2I, c'est Internet, c'est la dénomination que moi j'ai. Donc c'est le V2N en fait, et qui est très limité parce que le débit partagé est de 6 mégabits par station de base ou par unité de bord de route. Donc il faut partager ça avec tous les utilisateurs. Donc on ne peut pas faire de l'Internet avec ce mode-là, vraiment. Mais qui est déjà qualifié, testé de manière assez extensive pour tout ce qui est communication, un des types de communication qui est la perception par le réseau de ce qui se passe. On va en parler un peu plus loin. On a le CV2X qui est la release 4, la génération 4 de réseau, hein, qui a l'avantage de permettre les multimédias, de faciliter la relation avec le smartphone du piéton et d'avoir plus de bandes passantes à partager. Et enfin, on a la 5G véhiculaire qui offre beaucoup d'avantages par rapport à ça. Vraiment, on va très très loin dans le critical use parce qu'on peut atteindre des débits très très faibles et on a aussi une capacité de positionnement très importante. Donc en fait, ça c'est ce qui est en cours d'expérimentation, de test dans pas mal de projets, mais on est encore loin d'avoir atteint l'ensemble de tests, de validation qu'on a pour l'ITHG5. Alors, qu'est-ce qui va se passer comme type de communication pour les véhicules? Les véhicules peuvent communiquer soit directement à travers l'interface radio qui va s'appeler PC5, l'interface directe entre deux équipements qui va s'appeler PC5. Okay. Soit je vais passer par une station de base 5G ou une RSU, une Roadside Unit. Donc ça, c'est un équipement qui n'est pas forcément connecté à l'infrastructure pour atteindre un autre véhicule. Soit je vais passer pour atteindre des applications qui sont hébergées dans le réseau, mais à proximité de l'usager. Okay. Soit je vais aller vers l'Internet pour des fonctions distantes qui sont hébergées soit dans le réseau de l'opérateur, soit sur Internet. Donc ces différents modes de communication sont prévus et sont possibles avec la 5G véhiculaire. Alors, ça, c'est des exemples de services. Je ne vais pas détailler parce que rien que là-dessus, pour traiter tous ces exemples, on peut déjà passer un moment. Ce qui est important, c'est que dans toutes les premières phases de déploiement, on va juste chercher à percevoir ce qui se passe grâce au réseau. C'est-à-dire que les véhicules vont annoncer leur présence et grâce à ça, je vais pouvoir déjà réaliser, en écoutant la présence des autres véhicules, je vais voir mieux, plus loin, différemment de ce que je vois avec mes capteurs internes et je vais pouvoir implémenter grâce à ça un certain nombre de services. Et je vais aussi avoir des services où c'est l'infrastructure qui annonce, par exemple, les phases des feux, les limitations de vitesse aux véhicules. Donc tout ça, c'est des services pour percevoir par le réseau et améliorer le fonctionnement du transport véhiculaire comme ça. Ensuite, il y a les services dits coopératifs, avec des dialogues beaucoup plus contraints en temps entre les véhicules pour contrôler par exemple la vitesse, pour faire du platooning, pour faire de la manœuvre coopérative. Et là, ce qu'on a aujourd'hui avec l'ITHG5, ça ne suffit pas. Okay. Alors, tout ça, c'est représenté de manière différente sur ce transparent. Souvent, on fait l'amalgame entre coopératif et autonomie, entre communicant ou connecté et autonomie, et c'est pour moi deux choses un peu orthogonales. On a la perception augmentée, ce qui est l'approche de Google. En fait, on essaye de faire un véhicule qui se comporte un peu mieux qu'un humain, c'est-à-dire qu'il n'est pas distrait, il ne regarde pas son smartphone en conduisant, mais en fait, il est autonome, il ne regarde pas ce qui se passe, il ne dialogue pas avec les autres. Alors bien sûr, il télécharge sa cartographie, mais il ne dialogue pas avec les autres en direct. On a ce qui est testé et déployé aujourd'hui autour de la perception étendue, donc la vision par le réseau, donc des messages d'annonce dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qui est largement testé, ce qui commence à se déployer. Okay.
Et on a des choses qui vont aller plus loin. Donc, la limite, elle est la vision étendue par le réseau. Donc là, on est encore dans les projets de recherche. Et là, on a des niveaux de contraintes sur le temps réel, des niveaux de contraintes sur la disponibilité des équipements, sur le débit pour échanger les informations qui sont plus importants. Et là, on est encore dans des projets de recherche pour expérimenter ces solutions-là. Et puis derrière, on a tout ce qui est l'autonomie coopérative. Eh ben, c'est coopérer soit avec l'infrastructure, soit avec les autres véhicules pour prendre des décisions. Et là aussi, c'est pareil, c'est encore dans les projets de recherche et ça devient plus complexe. Alors, quand on regarde ce qui se passe dans le monde des ITS coopératifs, on a en gros, on va appeler Day One toutes les fonctionnalités simples qui s'appuient que sur l'annonce par les véhicules ou par l'infrastructure d'information et de décision avec très peu d'interaction pour prendre la décision. On a ce qui va arriver bientôt qui fait appel à d'autres usagers, par exemple Vulnerable Road User, tout ce qui est le parking, la navigation coopérative et connectée. Donc ça, c'est en Day 1.8. Donc là, on fait appel en général à la 4G pour compléter les communications directes ITS-G5. Et puis tout ce qui arrive après, eh ben ça, on ne sait pas faire avec les technologies qu'on a là, et on a besoin de la 5G. Alors, ça, c'est un exemple de service sur la perception des vulnerable road users qui pourrait arriver. C'est que le véhicule qui est ici, il perçoit la présence des autres véhicules par les messages d'annonce réguliers de la présence et de la localisation des véhicules. D'accord ? Position et localisation. Mais quelque part, ce piéton-là, si ce piéton-là n'a pas de smartphone actif ou s'il a sa batterie déchargée, eh ben, en fait, le véhicule risque de ne pas le voir. Donc, il a le choix, soit il fait confiance à ses capteurs internes pour vérifier que le véhicule n'est pas là, et dans ce cas-là, il doit adapter sa vitesse à la possibilité qu'il y ait un piéton, et donc rouler très lentement dans le carrefour, soit il ne peut pas faire l'hypothèse qu'il n'y a pas de piéton, quoi qu'il arrive, parce que le fait d'avoir épuisé sa batterie n'est pas passible de la peine de mort en France, mais en gros, il va utiliser un autre moyen pour percevoir ce piéton-là, et l'autre moyen, ça peut être une caméra, d'accord, qui va analyser ce qui se passe dans le carrefour, avec une vue au-dessus, et qui va donner des informations sur ce qui se passe dans le carrefour. Les feux vont transmettre la topologie du réseau, les phases des feux pour que le véhicule puisse adapter la vitesse, et c'est le véhicule qui peut intégrer ces informations pour prendre sa décision. Alors il peut soit faire tout le travail lui-même, soit déléguer une partie de ce travail dans l'infrastructure de proximité, alors c'est ce qu'on va appeler le MEC, un Mobile Edge Computing. Donc ça, c'est un exemple de service sur les vulnerable road users qui pourrait être mis en œuvre assez facilement, pour peu qu'on ait les débits et la disponibilité, notamment pour les échanges entre les caméras et le véhicule, qui, suivant le type d'information que j'échange, ça peut être relativement demandeur en termes de bande passante. Alors, si je regarde l'architecture ITS, donc parmi les trois slices de base que je vous ai présentés, broadband, IoT et ce qu'on appelle ultra low latency, là, qui était industrie à l'origine, en fait, on est en train de créer en quelque sorte une slice qui va s'appeler V2X et qui est adaptée dans les dernières releases de la 5G, avec un mélange entre les services non liés à la sécurité, confort, donc ça c'est le broadband, Internet, les services liés à la sécurité routière, conduite autonome, platooning, avec des contraintes de temps réel très fortes, et des supports de services faits pour gérer le fait que dans un environnement, je ne vais pas avoir que de la 5G, je vais probablement avoir un mixte de technologies, par exemple de la 4G, mais aussi de l'ITS-G5 ou d'autres technologies non 3GPP. Voilà ce qu'on appelle le multi-RAT, multi-radio access technology. Alors, la 5GA, l'association qui s'intéresse à l'application de la 5G dans l'automotive, c'est des industriels qui s'intéressent à ça, en fait, ils classent en fait les domaines d'activité en 4 grands domaines de services. Tout ce qui est réduction des accidents au sens collision, donc ça c'est ce qu'on fait déjà avec l'ITS-G5, mais qui pourrait être amélioré. Tout ce qui est gestion du parc de véhicules, diagnostic, mise à jour over the air,
maintenance prédictive, la gestion des usagers vulnérables, donc ça c'est plutôt le lien avec le smartphone, tel que c'est conçu là, avec la 5G, et puis tout ce qui est autour du véhicule autonome, hein, du véhicule avancé avec des fonctions de platooning, d'aide à la conduite, et un élément extrêmement important, tout ce qui est la perception coopérative, donc ce qu'on appelle Extended Sensors. Donc ça, c'est l'idée d'échanger des informations soit brutes, soit déjà pré-traitées entre les véhicules ou entre véhicules et infrastructures pour améliorer la perception que j'ai de l'environnement en tant que véhicule. Et un élément extrêmement contraignant en termes de bande passante, de disponibilité, qui a à peu près les mêmes contraintes que la chirurgie à distance, hein, c'est le remote driving, ou la téléopération des véhicules, qui est essentiel pour assurer la viabilité des modèles commerciaux autour du véhicule autonome. Il faut être capable de reprendre en main un véhicule à distance dans beaucoup de cas d'usage. Et donc là, on a des contraintes de latence très très faibles, mais là, les 5 millisecondes, c'est de bout en bout avec quelqu'un qui est à distance et qui n'est pas à proximité du véhicule. Donc on ne peut pas les rapprocher des millisecondes dans l'environnement immédiat du véhicule. Voilà. Et donc, en fait, on voit ici les services de base qui sont résolus soit par la 4G en haut à droite, soit par la 4G, soit par ITS-G5, les services étendus, et puis l'ITS avancé qui ne pourrait être résolu que par la 5G. Voilà. Alors, en termes de déploiement, ce qu'on a aujourd'hui et qui donne peu de satisfaction aux usagers, si on en croit les certaines enquêtes qui sortent, c'est qu'on a des stations de base, donc c'est le schéma complètement à gauche, qui sont branchées sur le réseau cœur de la 4G. Et donc, ils ne peuvent pas apporter toute la quintessence de la 5G. On a même des cas où en fait, la performance en 4G, en 5G n'est pas meilleure qu'en 4G, voire moins bonne. On va arriver à déployer peut-être en 2023, hein, je ne sais pas, il y a peut-être des plus spécialistes que moi qui sauront mieux quand, mais peut-être en 2023 et un peu au-delà, un cœur de réseau 5G. Et là, on aura toute la chaîne en 5G avec toutes les avancées. Et au final, on aura un réseau complètement 5G qui aura les stations de base avec la nouvelle technologie 5G radio, mais aussi la capacité d'agréger d'autres technologies de communication au sein du même cœur de réseau. Alors, je ne vais pas forcément détailler celui-là parce qu'on va être un peu court en temps, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette architecture, là, c'est une des versions de la 5G véhiculaire qui s'appuie en fait sur l'architecture de la 4G. Ça, c'est les entités de la 4G, dans lequel on a ajouté la partie MEC, en fait. Hein. Donc, on va pouvoir avoir des fonctions V2X qui vont être soit dans l'Internet quelque part, donc ça, c'est ce qu'on sait déjà faire, soit associées à des capacités de traitement, de stockage dans l'environnement immédiat de l'usager, au sein par exemple, associé à une station de base. Et ça, c'est un exemple en fait de la manière dont le slicing va être utilisé. Hein. Donc ça, c'est l'exemple d'un projet qui s'appelle 5G Car. Donc on voit en fait le véhicule ici, il communique sur 4 slices différentes. Une qui est l'Internet classique, okay. Une qui est avec un fort débit, une qui est pour le réseau du fabricant de la voiture, hein, pour la maintenance et ou pour l'opération à distance. Donc avec des propriétés, le bleu clair, là, le gris, avec des propriétés très différentes en termes de délai, de bande passante, d'exigence réseau. Et puis une qui est beaucoup plus liée à la road authority, à la route, à la gestion de la route, qui est pour toutes les fonctions de conduite ou d'aide à la conduite, avec des traitements dans l'infrastructure routière. Donc en fait, le véhicule, il est associé à ces 4 slices et il va recevoir des informations par ces 4 slices différentes. Et chacune est organisée pour répondre à un besoin de performance différent. Alors, pour finir, est-ce que le débat sur les technologies pour faire les services avancés des ITS est le plus important? En fait, oui, pour certains cas d'usage, parce qu'ils ont des contraintes temps réel très fortes, et tant qu'on n'a pas les technologies radio pour gérer ces contraintes-là ou assumer ces contraintes-là, ben en fait, on ne peut pas réaliser les services. Donc, en fait, il faut voir la 5G comme un enabler pour de nouveaux services.
Le point est que si je peux utiliser, on voit ici l'architecture telle qu'elle est présentée, l'architecture générique telle qu'elle est présentée à l'ISO ou à l'ETSI, elle est capable de gérer un grand nombre de médias de communication. Et en fait, au moment où je vais instancier un service, il va falloir que je dise quels sont les médias que je peux utiliser pour ce service-là. Et donc, il faut être capable à la fois de caractériser les technologies d'accès pour savoir si ça va répondre aux besoins du service que je veux instancier, soit modifier le comportement de ces technologies, par exemple en 5G, en choisissant des slices adaptés pour m'adapter aux besoins du service. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut apprendre à faire quand je conçois un service, c'est-à-dire caractériser les technologies d'accès radio et non pas choisir une technologie d'accès radio déterminée et figer ce choix dans la construction du service. Par ailleurs, pour beaucoup de services, on a des contraintes moins fortes, en fait, et ils peuvent être expérimentés très tôt, et notamment avec l'ITSG5 aujourd'hui, en prévision de ce qu'on saura faire plus tard avec la 5G, surtout que l'ITSG5 n'a pas de problème de performance aujourd'hui vraiment, puisqu'il n'est pas surchargé. Okay. Donc, on a, en fait, pour moi, le point important, c'est qu'il faut expérimenter très tôt, identifier les contraintes qu'on a sur les services, pour pouvoir, à terme, déployer plus rapidement les services. Voilà. Donc, je suis disponible pour répondre à vos questions. J'espère que je ne vais pas être trop long. Voilà, donc on a mis en lumière une question de Nicolas. Pourquoi dans le tableau slide 11 pour la colonne ITS G5 et le critère Very Low Latency? Parce que l'ITS-G5 est... Ouais, alors l'ITS-G5 est capable de faire de la low latency, c'est-à-dire ce qu'on vise, c'est des délais à 50 millisecondes, des garanties de délai à 100. On veut garantir le moins de 100 millisecondes. Mais la nature même de l'ITS-G5 fait qu'on ne peut pas garantir des délais plus faibles. Bien sûr, en temps normal, c'est 1 à 2 millisecondes hein, sur l'interface radio, mais on ne peut pas garantir des délais parce qu'en fait, ça dépend de la charge du réseau. Et donc, en fait, quand on dit very low latency, c'est qu'on garantit de 1 à 5 millisecondes de délai d'accès à l'infrastructure et d'échange. Et donc ça, je ne sais pas le garantir en IPv5. Donc c'est le very qui compte là, c'est pas le low latency. Merci pour cette réponse. Alors, deuxième question de Nicolas. Peut-on envisager que les 4 slices évoqués, slide 20, seront offertes partout sur tout le territoire? Alors, on va revenir sur la slide 20. Ouais, je vois de quel slice. Ça, j'avoue que je ne sais pas répondre à la question. Pour moi, sur la 5G, il y a encore pas mal de questions sur le business model, en fait, de la 5G. Notamment, qui paiera, en fait, pour ça, pour une partie des slices. Quand les slices qui dépendent de l'automaker, je vois bien que c'est lui qui va demander la mise en œuvre et la maintenance de ces slices-là, et puis elles ne sont pas trop contraignantes. Le broadband, on peut imaginer que c'est l'usager qui va financer ça. Pour les services V2X, les services liés à la sécurité routière, je ne sais pas en fait qui va financer ça. L'autre élément qui n'est pas dans la question, mais qui est lié pour moi, c'est que le véhicule, il va fonctionner avec les bandes de fréquence de l'opérateur, donc que l'opérateur a payé quelque part, donc il a le droit de commercialiser pour accéder à l'Internet, pour accéder aux services dans le réseau cœur de l'opérateur. Et par contre, en local, avec les autres véhicules, il va utiliser une bande de fréquence non licenciée, qui est la bande de fréquence réservée aux ITS. Les modèles commerciaux pour ces différents modes-là, je ne les connais pas encore. Donc je ne sais pas répondre à la question, ça va beaucoup dépendre des incitations qu'il y aura, notamment pour les services safety, qui pour moi c'est une question ouverte. Merci de cette réponse. Alors on va prendre la question de Vincent. Est-ce qu'une notion de sécurité de la communication est prévue pour détecter les retards ou la perte de messages? Je ne sais pas répondre à la question. C'est dans le sens de la surveillance en fait de la communication pour vérifier que ça se passe bien, c'est ça? Je pense que ça, Vincent va peut-être complémenter sa question. Là, je vois qu'il écrit dans le chat. Aujourd'hui, en termes de sécurité, il y a quelques questions sur l'isolation des slices entre elles. Donc aujourd'hui, il y a quelques questions même sur la conception même de l'architecture qu'il faudrait changer certaines choses pour pouvoir isoler.
je pense que l'idée de l'opérateur, c'est de garantir strictement les délais. C'est-à-dire qu'en fait, si le message n'arrive pas dans les millisecondes, il ne va pas arriver du tout. C'est ça qu'on a. En radio, on ne sait pas faire de garantie absolue, par définition même. Donc en fait, quand on parle de temps réel en radio et de contraintes de temps réel très fortes, c'est soit le message n'arrive pas du tout, soit il arrive dans les temps. Okay. Par ailleurs, en 5G, il y a une notion de réservation de ressources qui limite très fortement les problèmes et on a les messages sont acquittés. Donc a priori, on sait quand un message n'arrive pas. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui. Merci beaucoup pour votre réponse. On est arrivé au terme du webinaire. On prendra peut-être la dernière question de Vincent, qui en fait est un complément. Existence d'un timestamp, donc une validation du temps, j'imagine. Ouais. En fait, il n'y a pas. Alors, je pense pas que les messages soient estampillés avec une estampille temporelle. Par contre, en fait, on sait exactement quand on met le message dans la trame, en fait, en fait, ça fonctionne par un système de réservation, la voie radio de la 5G. Et en fait, j'écris à un instant et l'autre sait exactement quand j'écris pour recevoir le message. C'est pour ça qu'on arrive à garantir en fait des délais très très courts. Donc, en fait, il n'y a pas forcément besoin de timestamp. On sait exactement quand le message est émis et reçu. Après, si le niveau applicatif a besoin d'estampiller le moment où il génère le message, oui, là, on mettra des timestamps, je pense, suivant pour les différents besoins. Alors, on a une question de Nicolas. Où en sont les travaux pour le V2V direct en 5G? Alors, c'est une question compliquée. Pour moi, aujourd'hui, l'interface radio 5G direct est définie. Alors, je ne sais pas si la question porte peut-être sur le mode sans support d'infrastructure, parce qu'il y a deux modes. Hein. On peut être en direct avec un support de l'infrastructure, c'est-à-dire que c'est l'infrastructure qui attribue les ressources, mais la communication, elle se fait directement entre les véhicules. Soit on est un mode sans support de l'infrastructure, par exemple quand on passe dans un tunnel, et il faut faire le passage du mode avec ou sans infrastructure. Pour moi, aujourd'hui, c'est standardisé. Je pense qu'on est dans des phases de test sur ces sujets-là, mais je ne connais pas encore d'interface disponible commercialement pour le faire. En fait. Mais je peux ne pas être au courant des dernières disponibilités. Voilà, donc merci beaucoup. On va clôturer ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers Jean-Marie si vous avez des questions supplémentaires. Sachez que le replay va être disponible sur le site internet de Carnoto et sur la plateforme actenmatch.com. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à Jean-Marie, merci à Gérard. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.